cliquer sur Entrée. Essayez de nous dire bonjour et d'où vous venez. Par exemple, bonjour d'Orléans. Je vois que certains ont déjà trouvé comment ça marche. Je pense que vous êtes bien habitués. Après, on est déjà à la 5e, donc voilà. Pendant cette webconférence, vous aurez l'occasion d'écouter et poser vos questions à notre oncopsychologue à l'APHP, Karen Krutter. Elle suit aussi le MOOC, ce MOOC-là en fait, le MOOC sur myélome multiple, pardon. Ensuite, nous avons Maryse Garcia, qui est tutrice et bénévole de la F3M. Elle est tutrice pour le module 4. Elle est aussi aidante et responsable régionale en Rhône-Alpes. Ensuite, moi-même, Camille Baumann, je suis membre de l'équipe du Dr Spock et je coordonne le MOOC sur le myélome. Et ensuite, nous avons la personne en noir qui est Audrey Stalmer, qui est responsable technique. Et donc, si jamais il y a un incident technique, c'est elle qui va intervenir. Avant tout, quelques règles du jeu pour le bon fonctionnement de cette webconférence. Donc, cette webconférence n'est pas une consultation médicale personnalisée. Donc, si vous avez des questions, il faut qu'elles portent sur le thème de la webconférence, à savoir ici les relations avec les autres et avec son entourage. Et il faut aussi qu'elles soient dans l'intérêt général. Donc, ce ne sont pas des questions personnelles. Voilà. Au sommaire de cette webconférence, nous verrons d'abord quelques chiffres du MOOC, de cette 3e session, et ensuite nous écouterons la présentation de Karen Krutter, suivie de la session de réponse aux questions, et ensuite nous écouterons Maryse Garcia qui fera un retour sur les discussions qu'il y a pu avoir sur le module 4 avant de conclure cette dernière webconférence. Alors, j'espère qu'avec tout ça, vous êtes prêts parce qu'on va démarrer cette dernière webconférence. C'est parti. Je vais laisser la parole à Maryse Garcia qui va nous présenter l'actualité de ce MOOC. Donc, bienvenue naturellement à tous de la part de la F3M et puis de notre Dr Spock, de la part de toute l'équipe. Je souhaite vous accueillir et vous permettre de vous exprimer encore une fois avec notre psychologue ce soir. Et en ce qui concerne l'actualité du MOOC, nous pouvons donc comptabiliser cette semaine plus de 270 inscriptions à cette session. La barre des 1500 commentaires a été franchie. Naturellement, un grand bravo à tous. C'est la dernière ligne droite pour votre parcours pédagogique, puisque vous savez que le MOOC fermera ses portes le dimanche 16 octobre au soir. Et puis donc, on se redira une autre fois en 2019. Je voulais également remercier les personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont épaulée dans ce module, qui sont encore des bénévoles de la F3M. Donc, il y avait Valentine et Sylvia. Elles ont été d'un précieux secours et elles ont répondu à tous les commentaires, tous les questionnements que les personnes pouvaient poster dans ce MOOC. Donc, un grand merci. Je tenais à saluer leur courage et puis surtout la grande qualité de leur réponse. Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont terminé le module. Et si ce n'est pas encore fait, bon courage à tous les autres. laisser à présent la parole à Karen pour sa présentation. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là. Moi, je suis très contente de partager ce moment avec vous. Je suis cette aventure comme vous et je la trouve extraordinaire. Alors, on va aborder ensemble sur un temps relativement court quand même une question qui est profonde, qui est sensible pour nous tous. C'est vivre cette épreuve avec notre entourage, communiquer, échanger, se comprendre. Tout un programme. Comme on a peu de temps, je m'excuse déjà des raccourcis, des généralités que je vais pouvoir faire, puisque pour chacun, cette expérience est particulière et vous avez tous besoin certainement d'exprimer des choses et de les partager. Bon, là, ça va être quand même assez court, donc je m'excuse de certaines généralités qui pourraient ne pas correspondre à votre vécu personnel.
Alors, moi, j'aimerais bien pouvoir vous répondre, mais d'abord, j'ai repris un petit peu le cours du MOOC, des échanges riches qu'il y a eu sur ce MOOC, et notamment sur la question des relations avec l'entourage. Donc, je vais commencer peut-être par reprendre quelques points qui m'ont semblé intéressants et par voilà, vous faire un petit retour sur ces points-là. Alors, ce ne sera pas un mode d'emploi, hein, parce qu'évidemment, en termes de relations, des modes d'emploi, en réalité, il n'y en a pas. Mais peut-être vous donner un éclairage sur ces questions-là qui vous préoccupent et dont vous avez parlé à l'occasion du MOOC. Alors d'abord, sur ces questions, rappelez que c'est une épreuve individuelle, ce myélome multiple, mais aussi une épreuve collective. Bon, voilà, ça c'est important. C'est que cet événement va bouleverser la vie de toute la famille. C'est d'abord le patient qui va recevoir cette information et qui va devoir s'y adapter, mais aussi tout son entourage. C'est repenser la vie, les projets, l'organisation familiale, même les relations entre nous. Hein, beaucoup de choses vont être modifiées par cet événement. Donc, effectivement, c'est une épreuve aussi collective. Et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir aussi à cette dimension de la relation avec notre entourage. Alors, comment faire face ensemble à la maladie alors qu'il y a effectivement ce fort potentiel de rechute, hein, c'est une maladie en ça qui est particulière. C'est une épreuve importante, mais aussi avec un haut niveau d'incertitude. C'est qu'il va y avoir des annonces difficiles, il va y avoir des traitements lourds, il va y avoir… voilà. Mais c'est vraiment une course de fond, on pourrait dire, hein, et avec un haut niveau d'incertitude. Et ça, ce niveau d'incertitude, il va falloir y faire face ensemble, hein, le patient et son entourage. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et pour ça, il va falloir penser les choses un petit peu différemment, hein, repenser un petit peu la vie différemment, les relations différemment, pour pouvoir tenir sur la longueur et pouvoir traverser cette épreuve en préservant son quotidien autant que possible. Et finalement, chacun va ressentir cet événement, que ce soit l'annonce du diagnostic, ou ce soit les traitements, que ce soit l'impact sur son existence ou sur ses relations avec ses proches. Chacun va ressentir cet événement à sa manière. Il y a quand même des choses qu'on partage. Hein. Nous sommes des êtres humains, on peut partager certaines émotions, certains sentiments, mais en même temps, chacun, on va le vivre à notre manière. Nous, quand on est malade, mais aussi nous, quand on est proche, quand on est dans l'entourage. Et toute la difficulté, ça va être de se comprendre et de pouvoir communiquer alors que chacun a sa perception des choses, chacun a son ressenti. Donc, il peut y avoir pas mal d'incompréhension, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir, voilà, alors qu'on a envie que ça se passe bien, parce que chacun, on est fait d'une certaine manière, avec notre histoire, avec notre personnalité. Et il va falloir un petit peu coordonner tout ça, il va falloir mettre du lien dans tout ça et comprendre un petit peu ce qui se vit pour nous tous. Alors, pour poursuivre sur d'autres questions qui étaient apparues dans le MOOC, la question des émotions, hein, ça c'est quelque chose qui vous avait intéressé. La question de la gestion des émotions. Alors, c'est vrai que gestion, c'est un peu… Là, on voit le titre « Gérer les relations avec mon entourage ». La question de la gestion, c'est vrai que ça peut être un peu incongru parce qu'en réalité, gérer des émotions, ça paraît un petit peu compliqué. En tout cas, moi, en tant que psychologue, je trouve que c'est presque impossible en réalité de gérer des émotions. Mais à un moment donné, il va falloir les vivre et il va falloir les intégrer. Alors, je dirais que pour pouvoir vivre ces émotions, les gérer entre guillemets et pouvoir réussir à maintenir une certaine harmonie avec son entourage, à mon avis, la première chose, c'est d'accepter ces émotions, de les accueillir et de les accepter. On va ressentir de l'angoisse, on va ressentir de la colère, un sentiment d'injustice. Peut-être on va ressentir de la détresse, de l'isolement, de l'incompréhension. Voilà. Et en fait, on va ressentir des choses qu'on n'identifie pas forcément facilement parce que ça nous déborde,
Mais la première chose pour pouvoir les partager et pour pouvoir les intégrer sans que ce soit trop difficile dans la relation, c'est d'abord les accepter. Les accepter parce que humainement, c'est une évidence qu'on va ressentir ces émotions. Bien sûr, hein, bien sûr que c'est bouleversant. Donc déjà accepter ça, hein, qu'on va les ressentir et que parfois on les gère pas, on les subit, mais c'est ça aussi notre humanité. Et après les avoir accueillis, acceptés, pouvoir d'une certaine manière les partager. Hein. Et ça, dans un deuxième temps, essayer de les partager, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, comme chacun le vit à sa manière, finalement, il peut y avoir des incompréhensions. Et plutôt que de les gérer, même si on comprend la nécessité de ne pas être débordé par ces émotions constamment, je pense que les partager, c'est important pour que chacun puisse mieux comprendre en fait le vécu de l'autre. Mais le partager sur un mode qui soit audible, voilà, si possible, c'est-à-dire en ayant la possibilité de s'expliquer, d'y passer du temps, voilà. Dans les questions aussi qui vous avaient intéressé, les sujets qui vous avaient intéressé, l'effet de l'annonce, hein, le moment de l'annonce, hein, qui est quelque chose de violent, voilà, ce moment de l'annonce. Évidemment, c'est un choc pour le patient, c'est un choc pour le malade, mais c'est un choc aussi pour son entourage. Et justement parce que c'est un choc, en fait, tout le monde va être bouleversé. C'est aussi c'est assez mal fichu cette histoire. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on aimerait réagir de manière adaptée. C'est justement à ce moment-là qu'on en est absolument incapable. Donc, que ce soit le malade qui fait ce qu'il peut avec cette annonce, avec ce choc bouleversant, ou que ce soit l'entourage, il faut quand même qu'on commence à se dire tous, autant qu'on fait grosso modo ce qu'on peut dans cette situation. C'est-à-dire qu'avant de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, déjà on fait ce qu'on peut, hein, parce que c'est un bouleversement. Donc l'impact, il est quand même global. Hein. On parle de choc, de tsunami, on emploie des termes, les patients emploient des termes extrêmement violents. Alors, une fois qu'on a eu effectivement cette annonce qui va bouleverser notre existence, qui va remettre en cause les projets, qui va nous faire repenser les choses différemment, qui va nous faire rentrer dans tout le processus des traitements, etc., de la prise en charge, une chose qui vous préoccupe beaucoup, évidemment, c'est parler de la maladie à son entourage. Comment parler de la maladie à son entourage? Là, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Hein. Là, évidemment, alors il y a la personne qui peut être à côté de vous au moment où vous avez l'information, mais il y a aussi tous les autres. Alors, parler de la maladie à son entourage, c'est pas évident et je dirais que d'une certaine manière, c'est au cas par cas. C'est en fonction de vous, de votre sensibilité, de votre personnalité, de vos relations avec votre entourage, hein, parce qu'on ne communique pas tous de la même manière. Ça dépend de vos proches. Il va falloir aussi s'adapter. Hein, mais je dirais que sur un grand principe, communiquer sur la maladie et en parler, c'est en général quelque chose de positif. Voilà, c'est déjà la chose que je voudrais dire. C'est pas facile, mais c'est souvent pire de ne pas en parler. Parce qu'en réalité, quand il y a du non-dit, finalement, votre entourage qui vous côtoie, qui vous connaît, va sentir qu'il y a un problème, va sentir qu'il y a des modifications, va comprendre qu'il se passe quelque chose. Et finalement, si vous ne parlez pas, vous, en votre nom, de la manière dont vous souhaitez le faire, de toute façon, les choses vont être lues, vont être interprétées, vont être ressenties. C'est rare de pouvoir préserver totalement quelqu'un de votre entourage de cet événement. C'est quasiment impossible, à moins de ne pas côtoyer les gens ou qu'ils soient dans un état de conscience extrêmement modifié, ce qui est possible aussi. Donc, je dirais en parler comme vous le sentez, en parler quand vous vous sentez en état de le faire. Il y a des moments où on ne se sent pas en état de le faire. Il faut que vous vous sentiez bien pour le faire, être dans les bonnes conditions pour le faire. Essayez plutôt de partir de ce que l'autre ressent ou de ce qu'il a compris. Essayez d'introduire en disant tu sais, il se passe quelque chose, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as entendu, etc. pour que votre interlocuteur en fait puisse déjà, parce qu'il a peut-être compris des choses, vous dire un petit peu ce qu'il a pu comprendre. Et puis ensuite, je dirais en parler assez naturellement, avec vos mots, dans un moment où vous vous sentez bien pour le faire, parce que plus que les mots eux-mêmes, c'est l'émotion dans laquelle vous allez vous trouver qui va avoir une répercussion. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes relativement serein au moment où vous communiquez, même si l'information n'est pas facile, en fait, elle passera beaucoup mieux. Donc, je dirais que c'est au niveau de la gestion des émotions dont on parlait,
même s'il ne s'agit pas de gérer absolument, en tout cas que vous soyez dans un état de sérénité, de suffisant pour pouvoir transmettre un message qui va être entendu et bien perçu par votre interlocuteur. En général, on a du mal à parler de la maladie à ceux qu'on identifie comme étant les plus fragiles, les enfants, les adolescents, nos parents âgés. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que souvent nos enfants ou nos parents ont des ressources bien plus importantes que ce qu'on imagine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien sûr, vous êtes libre de juger, en fait, vous, à qui vous voulez en parler et comment. Donc, ça, après, il n'y a pas, voilà, on ne dit pas il faut en parler, il ne faut pas en parler à telle personne. Vous connaissez vos proches. Simplement, rappelez-vous que les enfants, les adolescents, les personnes âgées, tout ça ont des ressources, qu'eux-mêmes, ils perçoivent des choses et que communiquer avec eux, c'est aussi quelque chose d'important. Pour ça, vous pouvez vous faire aider, notamment par un psychologue, éventuellement un psychologue qui serait dans le service dans lequel vous avez été pris en charge, ou par l'intermédiaire d'associations. La Ligue, par exemple, est au niveau géographique est quand même relativement accessible et il peut y avoir des psychologues qui peuvent vous accueillir pour vous aider à communiquer avec vos proches. Pour ce qui est de la communication avec les enfants et les adolescents, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants encore jeunes ou des petits-enfants, c'est important de le faire. Alors là, c'est vraiment important de le faire parce que pour prendre en charge beaucoup d'enfants et de petits-enfants de mes patients, en fait, les enfants se posent beaucoup de questions qu'ils n'expriment pas, peuvent avoir beaucoup d'angoisse, ont beaucoup de perceptions sur l'hôpital, des représentations angoissantes sur la maladie, sur la perte des cheveux, sur le fait que ça puisse être contagieux parce qu'ils ont l'habitude des maladies infantiles, etc. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que vous le fassiez en étant aidé ou que vous le fassiez avec un autre proche de la famille, éventuellement, qui pourrait faciliter les choses. Je vous encourage quand même à communiquer avec les enfants et les adolescents qui ont plutôt tendance finalement à ne pas exprimer leurs difficultés et leurs questions alors qu'il y en a. Donc, je dirais que même les plus fragiles, il y a quand même, pour moi, je pense psychologiquement et relationnellement, un intérêt à communiquer avec eux. Après, vivre les relations de l'entourage, vous-même, vous y êtes confrontés, vous le voyez, et ceux qui font partie des proches et qui nous entendent aujourd'hui, on a un peu de bonnes et de mauvaises surprises quand on est malade. C'est-à-dire que y a des gens qui comptaient un petit peu sur eux, on s'attendait à certaines réactions, ils les ont pas, ou éventuellement même on peut avoir des contrariétés par rapport à leur façon de réagir. D'autres, on les attendait pas forcément. Et ils se trouvent présents avec des mots qui nous font du bien, avec des attitudes adaptées. Donc ça, c'est un peu la surprise. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir aussi vivre avec les réactions de l'entourage. Et comme je disais tout à l'heure, l'entourage lui-même est perturbé. Donc, il peut avoir des comportements un peu déroutants. Je ne sais pas, il peut être dans l'hyperprotection, le maternage. Au contraire, il peut être dans l'évitement, il peut être agressif, il peut être... je ne sais pas, culpabilisant. Voilà, il peut y avoir des tas de réactions qui, évidemment, ne sont pas liées à un manque d'amour, mais en général à une difficulté à s'adapter à la situation, même si c'est difficile à vivre parfois pour le malade. Mais il va falloir pour le malade aussi vivre avec ses réactions de l'entourage. Je crois que là aussi, c'est important d'essayer de maintenir un dialogue pour pouvoir désamorcer certaines situations qui seraient difficiles, qui seraient source d'éloignement ou de tension entre nous et notre entourage quand on est malade. Le regard des autres, bien entendu, on ne peut pas parler de cette maladie sans parler du regard des autres, mais le regard des autres, c'est déjà le regard qu'on se porte sur soi-même. C'est-à-dire, c'est nous affaiblis, c'est nous fragilisés, c'est nous qui éventuellement ne peut plus assumer ses responsabilités comme avant, ne peut plus travailler ou avoir ses activités, ne peut plus représenter éventuellement une ressource pour son entourage, voire se sentir comme étant une charge, ce qui est encore plus difficile à supporter pour quelqu'un qui a absolument envie de préserver son entourage. Donc le regard des autres, c'est d'abord aussi le regard qu'on se porte sur soi-même et comment on accepte aussi ses limites. C'est pour ça que c'est aussi compliqué pour l'entourage, parce qu'à la fois on peut avoir envie d'être aidé et en même temps refuser d'être aidé quand on est malade. Donc le regard des autres, c'est pas quelque chose d'évident, et en même temps, ce qui est très important, parce que c'est une épreuve profonde qui peut durer dans l'existence et qui va nous transformer,
c'est presque aussi l'occasion de devenir ou d'être l'essentiel de soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est pas soi-même. Bien sûr que ce statut de malade, il n'est pas facile à vivre, mais on n'est pas que malade. Même si on est parfois envahi par les symptômes, par l'inquiétude, par les traitements, par les rendez-vous, on reste un être dans sa globalité. Et ça, c'est très important de réussir à se le rappeler soi-même, parce que si on se rappelle soi-même à cet essentiel de soi-même, si j'ose dire, le regard des autres, on le vit aussi beaucoup mieux. Même si on est affaibli, même si on est fragilisé, même si on n'est pas en capacité d'assumer tout ce qu'on assumait habituellement. Et puis, je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que cette épreuve de la maladie, ça peut créer des incompréhensions, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des difficultés d'ajustement entre nous et notre entourage, mais c'est aussi une source d'enrichissement du lien, bien sûr, et vous êtes nombreux à en parler. C'est-à-dire qu'on revient à l'essentiel. Cette épreuve, c'est aussi quelque chose qui nous rapproche, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle combien le lien est important, combien notre vie elle est importante, les relations avec nos proches est importante. Ce qui est essentiel pour nous, ça, on s'en rappelle dans ces moments-là, hein, quand on tombe malade. Et cette épreuve, c'est aussi une manière différente d'être ensemble, une manière différente d'organiser ses priorités, et beaucoup en témoignent. Au-delà des difficultés, c'est une façon d'être plus proches les uns des autres, de mieux se comprendre, de mieux se connaître et d'être dans une relation plus authentique. Donc voilà, c'est aussi, même si c'est parfois difficile de voir les choses positivement, relationnellement, c'est bien sûr quelque chose de positif. Alors j'ai juste, pardon, excusez-moi de vous interrompre, Karen. J'avais juste vu une question passer dans le chat. Donc c'est une personne qui... Donc, que faire quand on est en phase de rémission, que les autres ils pensent que tout va bien? Comment est-ce que on peut annoncer ça? Enfin, comment en parler? Alors, comment dire que rien n'est gagné et que ça peut reprendre à tout moment? Bon, alors là, c'est vraiment une étape compliquée, cette étape de la rémission, parce que on est censé aller bien, aller mieux physiquement, aller bien psychologiquement et reprendre la vie comme avant. Alors évidemment, c'est absolument impossible. D'ailleurs, j'ai eu cet échange avec un patient hier, hein, ne serait-ce qu'hier, qui était dans cette situation. C'est une épreuve difficile, tout le monde a très peur, ça génère beaucoup d'angoisse. Évidemment, on est tous pressés de revenir, entre guillemets, à la normale, de retrouver une vie, une harmonie, un équilibre. Donc, on va tous tendre plutôt là-dessus, mais effectivement, il peut y avoir une incompréhension de l'entourage par rapport à des difficultés qui perdurent. Soit des difficultés physiques, hein, avec de la fatigue, etc., de concentration, de capacité à réaliser certaines tâches, soit de difficultés psychologiques. D'autant plus que quand on est dans la période hyperactive des traitements, des rendez-vous, etc., en fait, d'une certaine manière, on n'a pas forcément le temps de ressentir certaines choses et de se poser certaines questions. Et au moment de la rémission, où finalement on se retrouve à devoir réorganiser notre vie, finalement on se trouve un peu en face de soi-même et on fait un peu le point sur cette épreuve. Et ce n'est pas rare du tout que les difficultés psychologiques se manifestent à ce moment-là, que ce soit des états dépressifs ou des anxiétés importantes. C'est une période, on sait, assez sensible. Le patient peut se trouver un peu abandonné, à la fois par les professionnels de santé, puis peut-être un petit peu par son entourage qui reprend ses mécanismes, qui exige de nouveau ou qui attend de nouveau des choses de lui, comme avant. Alors, comment faire? Alors, déjà, essayer de comprendre, parce que dans ces histoires-là, il est aussi beaucoup question d'indulgence, si possible, dans la mesure du possible, les uns vis-à-vis des autres, parce que c'est nécessaire, hein, pour tout le monde. D'abord, effectivement, comprendre que l'entourage a envie, en fait, de vous retrouver comme avant, parce que vous retrouver comme avant, c'est ne plus avoir peur du futur, c'est pouvoir être confiant en l'avenir, c'est pouvoir refaire des projets ensemble, donc c'est une nécessité. Et en même temps, je pense que c'est important de pouvoir en parler, mais je dirais même d'en parler. C'est-à-dire que c'est même important, l'échange, enfin, le partage qu'on a aujourd'hui, peut-être de l'avoir avec son entourage en disant quand tout sera fini, oh, c'est génial, bientôt tout sera fini, et de rebondir en disant tu sais,
bon, ça reste, c'est connu, hein, ça reste des fois un petit peu délicat, même un certain temps après les traitements, parce qu'il faut se remettre de tout ça, parce qu'il y a des contre-coups, ça prend un petit peu de temps. Je pense que la question du temps, il faut presque l'aborder de manière précoce, je dirais, pour éviter d'être face à ce genre de réaction. Très bien, merci. J'ai vu une autre question. Donc, c'est une personne qui est malade et aidant en même temps. Comment gérer? Comment gérer Lorsqu'on est malade et aidant à la fois. Ah bah oui. Alors en même temps, c'est un peu l'histoire, ça. On est malade et on est aidant, on passe tous à peu près à toutes les places dans notre existence. Il s'avère qu'on peut être à ces places en même temps. Et d'ailleurs, c'est pas exceptionnel, hein, puisque à la fois on est malade et on a aussi à soutenir nos parents éventuellement âgés, et puis éventuellement à aussi assumer nos enfants plus jeunes, etc. Bon. Alors comment gérer? Alors là, évidemment, ça fait beaucoup de choses. Quand c'est entre guillemets, le pilier de la famille qui tombe malade, on imagine bien que c'est particulièrement difficile. C'est difficile pour la personne qui se sent en difficulté pour assumer l'ensemble des responsabilités qu'elle pense devoir assumer, continuer à assumer, mais c'est aussi difficile pour l'entourage qui en fait se repose habituellement sur cette personne qui va être fragilisée. D'où d'ailleurs certaines réactions parfois un peu difficiles à comprendre ou un peu violentes de l'entourage, notamment des adolescents, qui peuvent devenir agressifs au moment où leur parent est malade en fait, parce que justement ils sont insécurisés par la fragilité de celui qui représente en fait la sécurité habituellement. Alors comment faire quand on est à la fois malade et à la fois aidant? Bah, déjà se faire aider, je crois que c'est nécessaire dans ces cas-là, être accompagné. Alors peut-être un accompagnement psychologique, hein, mais aussi dans le cadre des soins de support, pouvoir avoir des moments à soi, pouvoir échanger sur ses inquiétudes, pouvoir déléguer un certain nombre de responsabilités. C'est-à-dire, quelque part, quand on est malade et qu'en même temps on est aidant, il faut aller à l'essentiel dans l'aide qu'on fournit. Parce que finalement, quand on est aidant, on va faire beaucoup de choses que beaucoup de gens pourraient faire à notre place qui ne sont pas essentielles. Il faut essayer de repenser l'aide à ce moment-là, puisque notre énergie quand même est limitée, hein, et notre niveau de disponibilité est limité. Il faut repenser l'aide à partir de la question de l'essentiel. Ce que des professionnels peuvent faire pour la personne que vous aidez, des relais, des délégations, tout ça, il faut le faire. Il faut conserver finalement le plus qualitatif. Hein, ce qui est le plus essentiel, le plus important. Je dirais donc déjà réorganiser objectivement les choses pour être moins en charge et ensuite être aidé, bien sûr, être accompagné pour pouvoir tenir. Parce que malgré tout, il va quand même falloir tenir. Ça, c'est sûr. Très bien, merci Karen. On va peut-être passer aux questions suivantes. Alors, effectivement, Pardon. Oui, Camille, je t'écoute. Je voulais juste rappeler aux participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses. Excusez-moi parce que du coup, j'essaie de répondre quand même aux choses, enfin aux questionnements que j'avais identifiés dans le MOOC qui étaient présents. Alors, la vie au quotidien avec cette maladie et en remettant dans la question de la relation aux autres, hein. La question de la vie sociale, évidemment, la vie sociale, elle a tendance à se réduire quand on est malade. Et pourtant, on sait qu'elle est essentielle. Hein. C'est essentiel de maintenir du lien, mais c'est pas seulement le fait du malade, hein, c'est aussi le fait des autres. C'est-à-dire que quand on est malade, les autres, que ce soit les amis, certains membres de la famille, nos collègues, nos anciens collègues, enfin bon, peu importe, eux-mêmes sont parfois démunis et peuvent être mal à l'aise et du coup prendre un peu de distance aussi, hein, ce qui ne favorise pas le maintien d'une vie sociale. Mais pourtant, cette vie sociale, elle est très importante. Hein. Donc, je dirais qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, presque comme on prend un médicament, de maintenir une vie sociale, même quand on n'a pas envie. Vraiment, je crois qu'il faut presque se forcer à maintenir ce lien pour éviter trop d'isolement, parce qu'on sait que cet isolement va être très difficile à rompre ensuite et psychologiquement va avoir un impact considérable. Alors, avoir le moral, la question du moral, hein, c'est-à-dire, alors, moi, j'entends souvent ces questions-là, ou ce questionnement-là sur la relation entre les émotions, le moral, la manière dont on va réagir au traitement, les chances de survie, des choses comme ça, ou même l'apparition de la maladie.
moi, j'avais quand même envie de vous dire quelque chose là-dessus. Alors, avoir le moral, bien sûr, c'est mieux, mais je crois que le facteur psychologique est largement surestimé. Hein, c'est moi qui le dis, et j'ai beaucoup étudié la question. On peut très bien s'en sortir, être en rémission et se sentir très bien, alors que moralement, on ne va pas bien. Hein, et l'inverse est vrai. Et que avoir le moral tout le temps est strictement impossible. Voilà. Donc les gens l'injonction qui consiste à dire faut avoir le moral, quand les proches, l'entourage, les médecins, les professionnels de santé, la boulangère, tout ça, quand tout le monde vous dit avec beaucoup de bonne volonté, de bienveillance, faut avoir le moral, c'est la guérison, c'est important, etc. C'est simple, le moral ne se décrète pas et avoir le moral tout le temps, c'est impossible. Voilà, donc déjà, c'est clair. Donc, bien sûr, vous serez déprimé, bien sûr, vous serez angoissé. Voilà, donc tout ça, bien sûr, vous serez en colère. Et tout ça, bien sûr, vous aurez des moments de découragement, mais ça ne compromet pas ni l'efficacité des traitements, ni les chances de survie, bien heureusement. Hein. Et par contre, évidemment, comme c'est quand même beaucoup plus agréable d'aller bien et c'est beaucoup plus agréable pour vous, pour l'entourage, quand on va vraiment pas bien, dans ces cas-là, il faut se faire aider. C'est-à-dire que beaucoup de patients ont un authentique état dépressif qui n'a pas été diagnostiqué, qui n'est pas traité. La fatigue, bien sûr, c'est normal d'être fatigué, mais derrière la fatigue, il peut aussi y avoir un état psychologique extrêmement dégradé. Et ça, avec toute la bonne volonté du monde, on ne s'en sort pas tout seul. Donc, parlez-en, allez voir quelqu'un, sollicitez le psychologue, voyez votre médecin traitant, mais à un moment donné, soyez accompagné pour aller mieux moralement. Hein. Et c'est aussi vrai pour les soins de support, prenez soin de vous. Hein. Tout ce qui est activité sportive adaptée, tout ce qui est, je sais pas, la sophrologie, le massage, la socio-esthétique, enfin tout ce qui peut faire que vous vous occupez de vous et que vous allez mieux moralement, tout ça, c'est très important d'y être attentif, hein, de ne pas sous-estimer justement sa souffrance morale. Alors, maladie et vie intime sont des questions délicates. J'ai beaucoup de mes patients, bien sûr, qui se posent ces questions-là et qui ont des difficultés par rapport à ça. Dans le MOOC, on a aussi vu évoquer ces questions-là, que les médecins n'abordent quasiment jamais, en réalité. Eux, ils s'occupent de la maladie et tout ce qu'il y a à côté, c'est pas forcément la priorité. Et quand il s'agit de l'intimité, évidemment, personne n'est forcément ni formé ni très à l'aise pour aborder ces questions-là. Mais c'est très important. C'est très important. Alors, maladie et vie intime. Alors moi, vraiment, la question de l'intimité, je pense que c'est important parce que, évidemment, il y a la question de la sexualité, mais l'intimité, c'est l'intimité. Et il n'y a pas besoin de tomber malade pour que cette intimité soit dégradée ou détériorée. L'intimité, c'est une forme de proximité avec l'autre. Et je dirais que même beaucoup de mes patients qui ne sont absolument pas touchés par la maladie, en tout cas pas par cette maladie, peuvent souffrir de ce manque de proximité, de cette difficulté de maintenir cette proximité. Alors déjà, dans la prévention de cette distance qui peut apparaître physiquement et aller jusqu'à des difficultés d'être en relation l'un avec l'autre, maintenir cette proximité, c'est super important. Ça aussi, il faut presque y penser parce que quand on est fatigué, quand on n'a pas le moral, quand on essaie de gérer, entre guillemets, ses émotions, bien sûr qu'on va avoir tendance à s'isoler. On a ce corps qui nous trahit. On a ce corps fatigué, ce corps qui subit des traitements, ce corps malade, voilà, qu'on n'a plus envie d'incarner, qui des fois nous pèse, voilà, qu'on n'a plus peut-être pas envie de regarder, qui réagit pas comme on souhaiterait, qui nous fait souffrir. Donc, évidemment, c'est pas, quand on est dans ce rapport-là avec son corps, c'est pas facile d'être dans une intimité harmonieuse. Donc, je dirais, garder de la proximité, du contact physique, c'est très important. Voilà, la tendresse, le contact peau à peau, quand on regarde la télé, ou voilà, le faire, essayer d'être plus proche physiquement, mais c'est vrai pour tout le monde en réalité, hein, pour essayer de ne pas perdre ce lien, parce que moins on se touche, moins on se touche. Voilà, c'est une règle, ça va très très vite. Hein. Et la deuxième chose, c'est que pour que votre intimité, ça soit plus simple, ça veut dire aussi qu'avec votre corps, il faut que vous soyez mieux. Alors ça passe
par peut-être de la relaxation, du massage, des soins du corps, des choses qui vous font plaisir physiquement. Voilà. À un moment donné, si vous vous sentez mieux aussi dans ce corps-là, la relation à l'autre sera aussi plus simple, plus directe. Maintenant, si effectivement il y a des difficultés, notamment d'ordre sexuel, alors il y a la question du désir et il y a la question de la capacité. C'est pas la même chose, mais là déjà, on peut en parler déjà avec un psychologue, parce que c'est rarement un problème purement fonctionnel en réalité. Mais aussi, on peut voir un spécialiste. Il y a des tas de choses qui existent. Il y a des tas d'approches extrêmement efficaces qui existent pour les couples. Et si effectivement, dans le cadre de cette maladie, vous ressentez des difficultés, notamment d'ordre sexuel, que ce soit pendant les traitements ou après, il peut y avoir des dommages collatéraux, si j'ose dire, et des séquelles de toute cette épreuve, n'hésitez pas à avoir un professionnel, un neurologue ou voilà, des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vont vous donner des trucs qui marchent très très bien. En plus, il y a des solutions. Alors maintenant, quand on est seul et qu'on est dans le cadre de nouvelles rencontres, je dirais qu'au-delà de la question de l'intimité, il y a la question quand même de la maladie et de l'épreuve de la maladie. Rencontrer quelqu'un quand on est tombé malade et même quand on continue à vivre avec un certain niveau d'incertitude, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Bien sûr que c'est possible et bien sûr que c'est souhaitable. Moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est à part jouer les super-héros et à pas faire comme si tout allait bien, et plutôt à échanger assez rapidement sur justement sur ces questions-là, sur ces limites-là, sur le fait que vous êtes un petit peu en convalescence ou que vous réapprenez un petit peu votre corps, que je vais vous dire, ça va faire un petit peu, ça risque de faire un tri assez naturel chez vos interlocuteurs. Mais je dirais que finalement, les relations qui pourraient vous apporter quelque chose de manière globale vont pouvoir exister en dépit de ces difficultés et en dépit de ces échanges authentiques autour de cet événement. De toute façon, quand on a traversé ça, je pense qu'on est plutôt en recherche de choses plus authentiques. Donc, ce serait pas plus mal de l'aborder assez librement avec vos interlocuteurs. Et donc, ça, c'est pour terminer justement sur la question de voir la vie autrement. Je pense que cette épreuve, c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de voir l'existence autrement, de revenir sur des valeurs essentielles, de nous reposer la question de qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui est important pour nous. Et en ça, cette épreuve peut nous apporter quelque chose. Et on peut sortir de cette épreuve, même avec l'incertitude, même avec des séquelles, même avec des choses qu'on n'est pas forcément capable d'assumer comme avant. Je pense qu'on peut sortir de cette épreuve ou traverser ou continuer à traverser cette épreuve avec un enrichissement personnel et relationnel considérable. Et je le vois très, très souvent avec mes patients et avec leurs proches. Et c'est finalement, voilà, même si c'est pas facile, c'est finalement ça qu'on espère atteindre à un moment donné. C'est retrouver un équilibre autrement, mais qui soit plus conforme à ce qu'on est, à ce qu'on a envie de vivre et à ce qu'on a envie de partager, notamment avec les autres et avec nos proches. Voilà un petit peu pour les choses sur lesquelles j'avais envie de réagir par rapport aux questions que vous aviez posées, aux questionnements. Alors pour répondre à peut-être à certaines réflexions, à certaines questions, je ne sais pas Camille, s'il y a des choses qui semblaient peut-être plus partagées. Alors, il me semble que j'avais vu une question passer dans le chat, donc c'était « Peut-on penser qu'il s'installe une lassitude des autres et comment la gérer ?» Une lassitude? Une lassitude, moi je dirais d'abord une usure, parce qu'évidemment c'est une course de fond, une usure pour le malade et une usure pour les proches, bien entendu. Bien sûr qu'il peut y avoir de la lassitude. Et d'ailleurs, c'est autorisé et légitime que tout à chacun, que ce soit le malade ou les proches, de dire qu'à un moment donné, on en a marre. Voilà, qu'il y en a assez, qu'on n'a plus envie, etc. Alors, cette lassitude, comme c'est vraiment une course de fond, c'est ce que je disais, l'idée, c'est de ne pas partir à fond, en fait. C'est déjà se faire aider à l'extérieur pour éviter que toute la charge, entre guillemets, émotionnelle repose sur la cellule familiale. Ensuite, ça veut dire que chacun ait encore des activités ou des choses qui lui sont propres, notamment l'aidant.
Hein, les aidants, c'est important qu'ils aient aussi des espaces, etc., pour pouvoir décompresser, parce qu'il faut tenir la distance, hein, évidemment. Et cette lassitude, en fait, le malade, il doit aussi l'anticiper. Et je dirais, en fait, presque à certains moments, en revenant aussi à l'essentiel. Je disais que les aidants, à un moment donné, doivent se dire, je suis un malade et je dois aider, qu'est-ce que je peux déléguer? Ben, à un moment donné, les malades, il va falloir dire, moi, j'ai ma manière de fonctionner, de me comporter, de communiquer. Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes à communiquer? Quelles sont les choses qui sont vraiment essentielles? Et quelles sont les choses qui sont peut-être plus accessoires? C'est-à-dire que si on est dans une expression peut-être voilà, d'un ras-le-bol, qu'on se plaint ou qu'on explique un petit peu ses symptômes tous les jours, qu'on partage avec son proche au jour le jour, bien sûr que c'est important de partager, mais pour éviter cette saturation, bah, finalement, parfois, bah, des choses qui seraient peut-être légères, qu'on dirait spontanément, qui sont un peu automatiques, etc., qui peuvent peser comme ça à la longue, ou des petites choses qui sont moins importantes, sur lesquelles on pourrait avoir des exigences, ou bah, peut-être que, effectivement, pour que l'équilibre soit possible, ça veut dire que le malade, à un moment donné, il se pose les questions de qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est vraiment important, est-ce que ça, j'ai vraiment besoin de l'exprimer à ce moment-là, est-ce que ça, je peux pas m'y adapter? Je crois que c'est quelque chose d'important dans la durée parce que finalement, immergé dans cette maladie, on n'a pas toujours le recul non plus pour faire la part des choses. Et préserver aussi l'entourage, bien sûr que c'est difficile pour le patient, mais préserver aussi l'entourage dans la durée des choses qui ne sont pas essentielles, c'est important. Par contre, garder le contact sur l'authentique, sur l'essentiel, continuer à partager nos émotions sur l'essentiel, c'est extrêmement important. J'ai une question là sur le chat également, Karen, par rapport justement à la personne qui se retrouve seule, par exemple parce que son compagnon ou sa compagne est parti. Et la plupart du temps, dans ce MOOC, c'était au moment de la maladie. Donc là, nous avons encore une personne qui nous en parle ce soir et qui nous dit « Les nouvelles rencontres me font peur car je ne veux pas renouer une relation. Mon compagnon m'a quitté et je ne recommencerai pas. Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil qui peut être donné aux personnes qui se sont retrouvées seules par rapport ou à cause de la maladie et qu'est-ce que l'on peut dire à ces personnes? » Alors ça, Maryse, ces situations-là ne sont pas rares du tout, hein, malheureusement. Alors, soit parce que le compagnon ou la compagne part, mais aussi dans certains cas parce que le malade lui-même décide la séparation. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même pas mal de cas où, face à la difficulté de communiquer ou déçu par la façon dont l'autre a réagi, etc., à un moment donné, la relation ne tient pas et c'est même le malade lui-même qui peut décider. Alors, effectivement, être quitté dans cette période, c'est extrêmement violent, mais malheureusement, ça arrive. La personne en face n'a vraisemblablement pas eu la capacité d'assumer la situation. Alors après, les histoires sont personnelles, il n'y a aucun jugement, évidemment, à avoir par rapport à ça, que cette personne concernée qui peut juger. Hein. Bien évidemment, c'est un peu la double peine, parce que se retrouver isolé et quitté à ce moment-là, alors qu'on perd confiance en soi, qu'on se sent diminué, en plus là, l'image de nous-mêmes, on prend un sacré coup. Alors, oui, bien sûr, c'est difficile de se réengager dans quelque chose et c'est difficile de faire confiance. Moi, je vais quand même dire quelque chose par rapport à ça, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis des patients. Quand cette dame dit « je ne pourrai plus jamais faire confiance, ça n'arrivera plus jamais », il est fort probable que ça arrive encore. Et heureusement, parce que s'il y a une chose qu'on ne contrôle pas, ce sont les sentiments. Et l'amour, c'est un truc mystérieux, mais quand même, mystérieusement, même quand on en a pris pas mal dans la tête, il y a une flamme qui est là et qui souvent se ranime. Donc, j'ai tendance à dire que probablement que si, il y aura d'autres choses qui, après, bon, elle verra ce qu'elle décidera, mais je pense qu'il y a des choses qui la font encore vibrer certainement, et il n'y a pas d'âge pour ça. Et j'ai des patients même d'un certain âge qui revibrent encore et qui sont de nouveau amoureux et qui refont des projets. Donc ça, heureusement, ça ne s'arrête jamais. Hein. Et on ne sait pas comment ça arrive, donc c'est très bien. On ne le contrôle pas. Et maintenant, pour ceux qui sont dans cette difficulté et qui ont vécu cette épreuve de la rupture, là aussi, je vous encourage à être aidé à l'exprimer parce que le problème, c'est que le sentiment d'injustice, la colère, la frustration, la détresse que vous avez par rapport à ça, vous allez la porter.
Et pour éviter de la porter dans votre existence comme un poids insurmontable, c'est bien de faire un travail là-dessus. On ne fait pas disparaître l'événement difficile, mais il y a des choses qui sont très allégées par le fait d'en parler avec un professionnel et d'être accompagné pour dépasser cette épreuve et se rendre de nouveau plus ouvert, plus disponible, et notamment pas seulement à l'amour, mais aussi à tous les gens qu'on a autour de nous qui nous aiment et qu'on aime, hein, et pour lesquels on a envie d'être disponible. Très bien, merci. On va peut-être passer à la suite et continuer puisque le temps défile à toute vitesse. Donc, on va écouter à présent Maryse Très Garcia qui va intéressant. faire un retour. Oui, c'était très intéressant. Merci Karen. Je vous en prie, merci. Donc voilà, on va écouter Maryse qui va nous faire un retour sur les discussions du module 4. Alors, je voudrais commencer tout d'abord pour souligner justement l'importance dans ce module de la psychologue, hein, de Karen Krauter, qui nous a quand même bien accompagnés. Et il y a eu, personnellement, j'ai été vraiment très, très touchée de cela. J'ai dû quelquefois la contacter avec d'autres tuteurs pour des personnes qui étaient en grande difficulté ou qui avaient donc des moments à délier dans leur vie. Et je remercie particulièrement, donc c'est pour ça que je souligne l'importance. Donc je la remercie énormément, Karen, pour avoir eu ce geste, cette générosité de venir au secours, parce que ça a été un moment d'aide, vraiment un réel moment de soutien pour des personnes qui en avaient besoin, et puis peut-être pour leur donner cette possibilité, cette piste ouverte de contacter ensuite un psychologue et de voir qu'avec cette neutralité, cette distance qu'apporte ce professionnel de santé, bon, on arrive à voir les choses différemment et à sortir de sa bulle et puis à se sentir plus léger et à avancer. Donc, Merci. grand merci. Merci à toi de faire ça, ça me touche beaucoup. Karen, c'était très, très appréciable. Et puis, je voulais également souligner l'importance de la difficulté justement à cet équilibre dans la relation d'aidant et de malade. Parce que dans tous vos témoignages, dans vos commentaires, on le voit bien, tant pour la partie de l'aidant que celle du malade, pardon, il y a quand même une difficulté à ce que chacun trouve vraiment sa place. Donc le malade, bon ben, il a naturellement son parcours de soins, il a ses épreuves, il a ses traitements, il y a tout ça. Et ben, il doit se sentir fort parce que lui, il veut se sentir fort, mais quelquefois, comme on l'a vu, ben, il est affaibli, il est fatigué, il a le moral en bas des chaussettes, et puis bon, ça peut arriver aussi, hein, naturellement. Mais l'aidant, lui, moi je suis aidante, donc comme vous le savez, et c'est vrai qu'on privilégie toujours en tant qu'aidant, je privilégie toujours, en ce qui me concerne, et je pense que les aidants le font aussi, la personne malade. C'est-à-dire que nous, on se met en second plan, la priorité est donnée au malade pour l'aidant. Et il a tendance, bon, ben, naturellement, un petit peu à s'oublier, à penser à cette priorité qui s'est forgée dans sa tête. Mais donc, c'est un peu ambigu parce que en même temps, l'aidant doit être là pour le malade, mais le malade a également des attentes et l'aidant n'est pas toujours dans les attentes du malade, comme vous l'avez vu, que vous l'avez exprimé dans divers commentaires. Bon, ben, nous avons eu des cas hein, où la personne disait, bon ben moi, j'ai pas supporté qu'on me dise aujourd'hui que j'avais bonne mine. Voilà. Bon, ben, ça peut partir d'un simple commentaire, d'un simple ressenti, mais qui va avoir énormément d'importance pour une personne qui se sent mal, qui est mal, et qui va entendre de la part de son entourage ce type de phrase. Voilà. Elle n'a pas supporté à ce moment-là, à ce moment M, qu'on lui parle de cette façon, ou alors d'autres choses comme bon ben tu sais, t'inquiète pas, oh ben tu sais, on va tous mourir. Donc en fait, cette banalisation, cette façon de vouloir apporter de l'aide, du soutien, nous en tant qu'aidants, en tant qu'accompagnants, des fois,
ben, on peut faire aussi, je peux faire avec les autres aidants mon mea culpa, c'est-à-dire que la personne qui va vouloir aider peut être maladroite et veut tellement consoler, veut tellement accompagner et veut tellement être là pour le malade qu'elle peut aussi naturellement ben, l'agacer et lui apporter dans ce qu'elle attend, dans ses attentes, quelque chose qui va pas du tout lui convenir. Donc c'est pour ça que je disais que l'équilibre entre la relation d'aidant et de malade, bon ben, il est quand même pas si évident que ça. Je voulais également souligner les personnes seules, hein, parce que nous en avons eu quand même dans le MOOC et il ne faut pas les oublier. On dit tellement que c'est une chance, que c'est bien d'être accompagné parce que c'est quand même un réconfort, c'est une présence au quotidien et puis c'est un partage, d'accord, mais il ne faut pas oublier, nous avons essayé d'y penser hein, dans les personnes que nous avions dans nos réponses aussi, il y en a qui sont seuls, qui n'ont pas spécialement cette façon de vivre. Alors, pour ces personnes, c'est vrai que j'espère que ce MOOC leur a quand même permis de parler, de le dire. Et surtout déjà qu'en le disant, elles sentent quand même qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent se tourner vers, comme le disait Karen, des tas de moyens, des tas de choses qui font que l'on sort de sa bulle. Et nous avons eu souvent des commentaires pardon, qui nous parlaient de la méditation, enfin, de moments où on se retrouve soi-même en fait. Avec, bon, bah, il y a des cours, hein, il y a des moments où on peut faire ça pour se sentir un peu mieux, mais il y a aussi d'autres façons de le faire, parce que c'est vrai que certains vont peut-être avoir plus des douleurs et pourront peut-être moins marcher ou faire du sport, mais ce qui est important, c'est de pouvoir quand même s'exprimer ou de se retrouver pour faire sortir ce que l'on a en soi. Naturellement, je dirais encore une fois de plus, le contact et la démarche d'aller voir un psychologue, pour moi, c'est vraiment important quand la personne se sent très mal. Quand la personne se sent très mal, donc en fait, il arrive un stade où elle aura même du mal à le dire à son proche parce qu'elle sera vraiment trop mal. Et c'est important de ne pas arriver à un stade où on est au fond du gouffre et de pouvoir trouver cette neutralité et un professionnel qui va pouvoir aider la personne à se sentir mieux et moins en difficulté naturellement dans la relation avec autrui encore plus. Hein. Alors, la reconnaissance du statut d'aidant, je voulais aussi en dire deux mots. Naturellement, on en entend parler un petit peu de partout, hein, dans les associations, dans la compagnie des aidants. Vous en avez entendu parler certainement dans les commentaires de la journée nationale qui a eu lieu en octobre. Hein. Nous avions fait une deuxième partie qui traitait de ça. C'est vrai qu'on en attend un peu plus de ce statut d'aidant. Naturellement, c'est toujours dur. Bon, écoutez, il faut y croire. Il y a bien eu la Déclaration des droits de l'homme un jour. Hein. Donc voilà, bon bah le malade c'est un citoyen avant tout, d'accord, mais les dents là-dedans, il faudrait que les personnes qui sont aidantes sentent qu'elles ont quand même de l'aide au niveau administratif et officiel, ça c'est quand même quelque chose d'important. Donc il existe certaines formes de congés pour des maladies très très graves. Donc vous savez que ça existe. Hein, si vous allez sur le site d'Amélie, le site de la Caisse primaire d'assurance maladie, vous savez qu'il y a un congé, je voulais quand même vous en parler, qui s'appelle le congé de solidarité familiale, qui dure 3 mois, qui est renouvelable une fois, donc qui peut durer jusqu'à 6 mois. Et les personnes peuvent bénéficier de cela avec, si elles sont en situation de salarié encore, l'aidant peut bénéficier donc d'une indemnité qui peut durer quelques semaines. Donc, ce sont des moyens qui ont été mis à disposition des aidants, mais il faudrait qu'il y ait un peu plus, il faudrait qu'il y ait davantage de reconnaissance. Je pense qu'on est en bonne voie. Le principal pour moi, c'est de continuer à en parler. Donc, on va peut-être passer à la diapo suivante, Camille, merci. Donc, ensuite, la parole naturellement avec les proches, pour moi, est très importante. Donc, j'ai relevé pas mal de verbatim, de choses qui ont été dites hein, dans ce MOOC. Vous pouvez lire, comme je vous l'ai écrit, mon époux à l'annonce de la maladie
de la maladie en a beaucoup souffert. Il n'a pas voulu en parler aux enfants. J'étais la seule à savoir qu'il était malade. L'une de mes grandes inquiétudes, c'est comment le dire à mes enfants. Donc, on retrouve effectivement, comme on le disait avec Karen, cette difficulté, cette inquiétude de comment le dire aux enfants, c'est-à-dire comment le dire aux personnes que nous, on a assimilées faibles, parce qu'on trouve qu'elles ne sont pas en capacité ou parce qu'on ne peut pas leur dire. Et voilà. Donc, vous avez vu, Karen vous a quand même encouragé à le faire parce qu'elles ont des ressources, elles ont la possibilité d'entendre et que ce sera une charge en moins dans cette espèce de bulle du secret qui n'est pas non plus ce qui serait le plus adapté. Hein. Quelqu'un d'autre a dit, c'est mon père qui est malade. Moi, je me suis chargée d'expliquer les traitements à mes 3 enfants. J'explique sans dramatiser, mais sans éluder. Donc là, on a par contre quelqu'un qui s'est senti, qui a parlé, qui a dit à ses enfants, qui a parlé de la maladie, donc qui n'a pas éludé les questions, qui a été donc vers, vers ses enfants. Pour le malade comme pour les dents, il existe un véritable besoin d'être soutenu. C'est vrai que des deux côtés, on peut concevoir que il se peut que quelquefois, c'est le malade qui va venir aider les dents parce que les dents, il est maladroit justement, il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire. Et puis, c'est quand même important qu'il continue d'y avoir ce lien, ce relationnel, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Je voulais dire aussi, il me semble important de chercher à connaître l'être humain. Donc ça, il n'y a pas d'autres diapos après, Camille, c'est la dernière, ça? Oui, d'accord, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était si on a le temps, je vous lise un verbatim vite fait, parce que je crois que nous sommes dans... Alors, pour moi, il va falloir qu'on vite fait. Voilà. Pour faire face à la douleur et aux angoisses qui l'accompagnent parfois, ainsi que d'envisager les récidives avec traitement, je pense revoir un psychologue, mais ces consultations ont un coût régulier qui n'est pas négligeable. Donc voilà, chaque personne a pu s'exprimer et dire tout ce qu'elle ressentait, tout ce qui est important pour elle. Mais j'espère que ça va vous permettre de mûrir, d'avancer et de savoir que le relationnel est important pour que l'on puisse continuer à se sentir moins seul. Et je terminerai, parce qu'il faut terminer sur une conclusion d'une parole qui m'a été dite par quelqu'un et qui était, c'était dans la dernière diapo. Il me semble important de chercher à connaître l'être humain que l'on est, avec ses pièges personnels, ses plaisirs, ses désirs, et gérer sa vie le plus sagement et le plus gaiement possible, car la vie est une belle et extraordinaire aventure, joie et peine comprises. Voilà, je donne le mot de la fin à Camille. Oui, je vais essayer de conclure rapidement avant que ça quitte et qu'on ne puisse pas se dire au revoir. Donc, bravo à tous et à tous pour votre participation. Le MOOC se termine dimanche 16 décembre inclus. Donc, n'oubliez pas de bien valider vos modules, en l'occurrence ici le module 4. Si ce n'est pas encore fait, pour ceux qui ne sont pas encore au module 4, ne vous découragez pas. Il vous reste encore un peu de temps pour arriver jusqu'au bout de cette formation. Le prochain module, c'est le module 5, qui est la conclusion. Il est très rapide, donc n'abandonnez pas et surtout ne loupez pas la petite surprise qui vous est réservée à la fin de ce 5e module. J'aimerais pouvoir remercier au nom de la F3M et de toute l'équipe du Dr Spock, tous les participants qui ont contribué au succès de ce MOOC. Également, un grand merci à tous les tuteurs pour leur implication et leur excellent travail d'accompagnement tout le long de ce MOOC. Un grand merci à Karen Kreter et à Maryse Garcia d'avoir pris du temps pour nous présenter cette conférence. Voilà. Donc, merci. C'était la dernière webconférence de ce MOOC, donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine est en 2019. Ensuite, pour le replay, vous pouvez le revoir à la fin de ce replay en cliquant sur le lien dans vos mails ou dès demain matin dans votre agenda sur le MOOC. J'aimerais aussi vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, parce que voilà, on est à la fin de l'année et que la joie et le bonheur vous remplissent le cœur.
Donc, c'est sur ces derniers mots de Léonard Nimoy, alias Monsieur Spock, que nous nous quittons. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Au revoir. Au revoir.